Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez folle qui se passe au Royaume-Uni. Un gouvernement qui s'apprête à renier l'une de ses promesses électorales les plus importantes. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi? Alors, comment est-ce qu'il justifie ça? Eh bien, avec des grands mots, évidemment. La ministre des Finances, Rachel Reeves, nous dit qu'il faut mettre l'intérêt national avant le calcul politique. C'est une phrase qui sonne bien, hein, ça sonne noble, ça sonne comme un sacrifice nécessaire pour le bien de tous. Et attention, on ne parle pas d'une petite promesse de campagne là. Le gouvernement s'était engagé, noir sur blanc, à ne pas toucher à 3 imports majeurs: l'impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations sociales. C'était vraiment le socle de leur programme économique. Donc revenir là-dessus, c'est un risque politique énorme. Ce qui nous amène au cœur du sujet. Est-ce que c'est vraiment un choix politique courageux comme il le présente, ou est-ce que c'est autre chose? Une force bien plus puissante, une sorte d'obligation économique qui leur a complètement forcé la main? C'est la question qui tue. Dans une démocratie, la confiance, c'est la base de tout. Quand on brise une promesse aussi visible, aussi importante, on abîme cette confiance. Il doit donc y avoir une raison vraiment, vraiment puissante derrière tout ça. Et voilà, on y est. La clé de toute cette histoire, elle est là. D'après notre source, le gouvernement n'a pas vraiment eu le choix. La décision, elle n'a pas été prise dans un bureau par des politiques, mais elle a été dictée par une contrainte économique absolument écrasante. Alors, c'est quoi cette contrainte? Eh bien, le premier morceau du puzzle, c'est la dette nationale du Royaume-Uni. Ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est un chiffre gigantesque, avec des conséquences très concrètes qui viennent changer toutes les règles du jeu pour le gouvernement. Pour que l'on se rende bien compte de l'échelle du problème, regardez un peu cette comparaison. D'un côté, on a ce qu'on appelle le service de la dette, c'est juste les intérêts que le pays paye chaque année sur tout l'argent qu'il a emprunté. Et de l'autre, on a la totalité du budget de la défense, 2 postes de dépenses énormes. Et voilà le chiffre qui fait tout basculer. Rien que le paiement des intérêts de la dette, ça coûte aujourd'hui presque 2 fois plus cher que l'ensemble des dépenses militaires du pays. C'est une somme astronomique qui doit être payée, point final. Ça laisse forcément beaucoup moins de marge de manœuvre pour tout le reste. Ce coût de la dette, il nous mène tout droit vers le deuxième grand acteur de cette histoire. Un acteur qu'on ne voit jamais, mais qui a un pouvoir immense: le marché obligataire. On peut le voir comme un arbitre invisible qui note les décisions des gouvernements. Un arbitre que pourtant personne n'a jamais élu. Ok, le marché obligataire, ça peut sonner un peu technique, mais en fait c'est assez simple. Imaginez un immense réseau d'investisseurs, des banques, des fonds de pension, des assureurs. Quand un gouvernement a besoin d'argent, il vend des morceaux de sa dette qu'on appelle des obligations. Ces investisseurs les achètent, et c'est leur confiance qui va décider du taux d'intérêt que le gouvernement va devoir payer. Moins ils ont confiance, plus le taux d'intérêt monte. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'on voit leur pouvoir en action. Si le gouvernement avait décidé de ne pas augmenter les impôts, et donc de s'endetter encore plus, le marché aurait sûrement trouvé ça irresponsable. Conséquence, les investisseurs auraient paniqué et vendu massivement la dette britannique. Ça aurait fait grimper en flèche les taux d'intérêt pour le gouvernement, et au final, l'argent supplémentaire à payer en intérêt aurait complètement annulé les bénéfices de ne pas augmenter les impôts. Le piège parfait. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que ce pouvoir des marchés, c'est un peu antidémocratique, non? Ça limite les choix d'un gouvernement qui a été élu. Mais la source qu'on analyse aujourd'hui, elle propose une vision complètement à contre-courant, assez provocatrice. Et si ce pouvoir, au fond, était une bonne chose? C'est une idée vraiment intéressante. L'argument, c'est que les politiques y pensent souvent aux prochaines élections, donc à court terme. Le marché, lui, en sanctionnant les dettes qui deviennent insoutenables, il force les gouvernements à penser sur le long terme. D'une certaine manière, il protège l'avenir économique du pays et donc les générations futures qui, sinon, devraient payer la facture. Et ça nous amène à cette conclusion, qui est une véritable claque tirée de l'article du Times. Le marché obligataire est le meilleur ami du citoyen. C'est une affirmation radicale quand on y pense. Ça suggère que cette force, qui n'est ni élue ni personnelle, agit comme un garde-fou, un gardien de la responsabilité fiscale, un rôle que les électeurs eux-mêmes ont parfois du mal à jouer. Du coup, on termine avec cette question qui fait vraiment réfléchir. Est-ce que ce pouvoir des marchés financiers, qu'on voit souvent comme une menace, pourrait être en fait un mécanisme de protection pour nos démocraties, un gardien involontaire mais peut-être efficace de notre stabilité à long terme? C'est une perspective qui mérite qu'on s'y attarde. Merci de nous avoir écoutés. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr à vous abonner. À très bientôt sur Confluence.